AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour, aujourd'hui je reçois Rachel Flore Pardo, avocate au barreau de Paris et activiste féministe, et Angélique Cauchy, sportive de haut niveau et présidente de l'association Rebond. Mais tout de suite, je vous propose de nous engager ce matin, un dimanche, contre les abus de pouvoir. 7 ans après MeToo, les violences sexistes et sexuelles demeurent un fléau sociétal majeur. MeToo a certes favorisé une prise de conscience mondiale et libéré la parole, mais il a également mis en lumière des violences trop souvent négligées, celles perpétrées dans le cadre de relations d'autorité ou de pouvoir. Les violences sexistes et sexuelles, trop souvent banalisées, mal comprises, insuffisamment quantifiées et rarement accompagnées, prospèrent partout où l'autorité banalisée ou institutionnalisée se transforme en arme d'emprise. Un pouvoir qui alimente des relations de dépendance économique, psychologique ou sociale, qui installe un climat de peur, de représailles, de perte d'emploi ou d'opportunités professionnelles. Une autorité enracinée dans des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes qui consolide le sexisme et l'emprise et qui alimente le chiffre noir des violences. En 2021, 1,4 million de femmes ont subi des violences sexistes ou sexuelles hors du cadre familial. Pourtant, seuls 2% d'entre elles ont porté plainte. En 2023, les forces de l'ordre ont enregistré près de 84 000 victimes de violences sexuelles hors cadre conjugal, soit en moyenne 2 victimes par heure. On ne le dira jamais assez, les violences sexistes et sexuelles touchent tous les milieux, et en particulier ceux où la hiérarchie stricte et la pression intense renforcent la culture du silence. Dans la santé, 39% des femmes médecins ont rapporté des comportements sexistes en 2023. Dans les entreprises, un manager sur 3 a le sentiment d'avoir été l'auteur de dysfonctionnements. Ça interroge sur les cadres de sécurité et de protection mis en place. Dans les institutions politiques censées incarner l'exemplarité, 3 femmes élues sur 4 ont été confrontées à des remarques ou des comportements sexistes. Dans la culture et le sport, où le rapport au corps est central, les relations de dépendance entre artistes ou athlètes et figures d'autorité tolèrent implicitement, voire glorifient, les abus de pouvoir. Et à l'international, les données renforcent le constat. En Suède, 50% des femmes âgées de 16 à 64 ans ont subi du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. En Allemagne, 60% des femmes politiques de moins de 45 ans déclarent avoir subi du harcèlement sexuel. Ces chiffres révèlent une constante. Là où l'autorité est mal exercée, là où elle est marquée par des rapports de pouvoir asymétriques et une culture du silence institutionnalisée, elle devient une arme qui permet aux violences de s'installer et de prospérer. Sans une véritable égalité entre les femmes et les hommes, éradiquer ces violences restera impossible, car ce sont précisément ces inégalités qui nourrissent l'impunité des auteurs et condamnent les victimes au silence. Le pouvoir, dévoyé, est une arme de domination. Exercé avec respect et responsabilité, il peut devenir un levier puissant de protection et de transformation. Cela exige de placer les valeurs de tolérance zéro, de respect, d'égalité au cœur de toutes les relations d'autorité. Et surtout, d'opposer un refus catégorique à l'indifférence. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi ce matin, Rachel Flore et Angélique. Vous êtes les autrices avec 4 autres personnalités d'un rapport important sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d'autorité ou de pouvoir. Alors, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi d'étudier spécifiquement ces relations d'autorité et de pouvoir ? Alors, nous avons été tout ensemble missionnés pour justement voir ce rapport entre le pouvoir et les violences qui en découlent. Finalement, c'était un double objectif, voir que c'était pas propre à un domaine, mais que finalement, peu importe où ce pouvoir s'exerce, que ce soit dans le milieu de la santé, de la politique, de la culture, du sport ou de l'entreprise, c'est exactement les mêmes schémas qui s'opèrent. Et ensuite, c'était de voir que plus il y aura encore une domination finalement masculine encore aujourd'hui dans cette relation de pouvoir, plus les femmes seront vulnérables à ces violences sexuelles et sexistes. Alors, les violences sexuelles et sexistes requièrent une attention assez particulière depuis quelques mois. Commission d'enquête à l'Assemblée nationale, cellule d'urgence au secrétariat d'État à l'égalité, demande de grande loi cadre intégrale portée par 63 associations expertes, votre rapport. Il y avait une nécessité d'interroger précisément les violences sexuelles et sexistes. Est-ce que c'était le grand oublié des Grenelles ?
Oui, en fait, je crois que le sens de ce rapport, c'est justement que depuis 2017, depuis MeToo, il y a eu ce Grenelle, notamment des violences conjugales, et finalement, il y a eu toute une série de réformes de notre arsenal juridique, dans la formation aussi des forces de l'ordre, des magistrats, mais davantage en lien avec la spécificité de ce que sont les violences conjugales, c'est-à-dire les violences au sein du couple. Je pense, pour vous donner quelques exemples, à l'ordonnance de protection qui permet de protéger un conjoint victime de violences sans attendre. Je pense aussi au bracelet anti-rapprochement, au téléphone grave danger. Bref, beaucoup a été fait, en tout cas beaucoup a été mis en place comme mesure pour lutter contre les violences conjugales. Néanmoins, on ne faut pas oublier, il ne faut pas occulter toutes ces violences sexistes et sexuelles qui sont susceptibles d'avoir lieu en dehors de cette sphère conjugale, familiale, en dehors du couple. En effet, vous l'avez rappelé dans votre introduction très justement, c'est un chiffre absolument énorme que représentent les victimes femmes de violences sexistes et sexuelles en France hors du couple chaque année. On le chiffre à plus même d'1 400 000. C'est énorme. Alors, on va revenir sur les mesures que ce rapport préconise. Il y en a de très nombreuses, il y en a des prioritaires d'ailleurs. Mais cette semaine, le gouvernement a rejeté la demande de loi cadre intégrale pour traiter les violences sexistes et sexuelles dans leurs dimensions, dans toutes leurs dimensions. Alors moi, ma question, c'est comment vous allez réussir à faire entendre votre voix et à faire appliquer les mesures préconisées dans ce rapport ? Écoutez, on va continuer de le porter, ce rapport, on va continuer de le défendre, on va continuer aussi d'avoir des échanges avec les différents membres du gouvernement qui sont susceptibles d'avoir du poids là-dessus. Nous, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que tant Angélique que moi-même, que toutes les autres femmes, nous sommes 6 en tout, personnalités qualifiées à avoir travaillé sur cette mission. Nous ne comptons rien lâcher jusqu'à ce que les recommandations que nous portons soient effectivement mises en œuvre. Alors, 41 mesures... Ah pardon, oui. Sachant que dans nos recommandations, une partie, voire une grande partie, ne demande pas une modification législative, oui. Et que finalement, la mise en place de ces recommandations dépasse ce cadre de la loi intégrale aussi. Ça veut dire qu'en fait, il y a des circulaires dans votre rapport. C'est-à-dire qu'un ministre concerné, puisque le rapport est interministériel, il concerne différents ministères, un ministre pourrait prendre la décision, avec une circulaire, sans modification de la loi, de faire appliquer les mesures que vous préconisez. Exactement. Et par exemple, dans le milieu du sport, il y a ce qu'on appelle le code du sport qui réglemente finalement toute l'organisation sportive en France, et ça permet d'avoir un levier important pour obliger sur différents sujets à la mise en place à la fois de formation pour les entraîneurs, mais aussi de conditionner les subventions publiques données par le ministère et les fédérations aux différents clubs, etc., s'ils s'impliquent dans justement cette cause des violences sexuelles et sexistes. Donc voilà, on peut passer aussi outre des modifications législatives. Et des coûts, parce que c'est en ce moment une attention très particulière. Alors 41 mesures proposées, 15 prioritaires. Alors d'abord, quel est l'objectif global de toutes ces mesures, bien sûr de lutter contre les VSS dans tous les secteurs, mais quelles sont pour chacune d'entre vous celles que vous avez particulièrement envie de porter ? Écoutez, il y a toute une série de mesures, vous l'avez dit. L'enjeu, c'est quoi ? C'est à la fois de mieux prévenir, de mieux accompagner, de mieux réparer et de mieux sanctionner. Sanctionner, évidemment, ce sont les auteurs de violences sexistes et sexuelles, mais accompagner, réparer les victimes de violences sexistes et sexuelles. Et il y a toute une série de mesures qui visent aussi, je le disais, à prévenir, c'est-à-dire à faire en sorte d'introduire une culture qui soit une véritable culture peut-être féministe, en tout cas de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans toutes les structures et organisations. C'est peut-être le sens de ce que nous portons, la volonté de conditionner les aides de l'État dans tous les secteurs à la mise en œuvre effective par les organisations de plans de prévention des violences sexistes et sexuelles. Et cette mesure pourra notamment concerner les partis politiques. Je crois que ça a son importance. Ce qu'on veut aussi, c'est que tout un chacun, le grand public, soit mieux formé, mieux sensibilisé à la diversité des formes de violences sexistes et sexuelles sous rapport d'autorité et de pouvoir. Et évidemment, les professionnels qui ont vocation à travailler sur ces questions. Le procès de Mazan a notamment mis en lumière le rôle des experts, psychologues, psychiatres, qui sont peut-être les grands oubliés de ces spécialistes dont on a exigé qu'ils soient mieux formés à la spécificité des violences sexistes et sexuelles. Eh bien, je crois qu'il est absolument essentiel, tant le rôle de ces experts peut être déterminant dans certaines affaires de violences sexistes et sexuelles, qu'ils soient mieux formés aux violences, à leur spécificité, à leur forme, à leur mécanisme. Et évidemment, il y a
aussi des enjeux judiciaires, de répression, de sanctions et de protection. Il y a ce modèle de juridiction spécialisée qu'on connaît aujourd'hui pour les violences conjugales, pour les violences intrafamiliales. Je crois, en tout cas, c'est ce que nous préconisons, qu'il faudrait tenter d'expérimenter une juridiction similaire qui puisse prendre en charge tant l'aspect prud'homal que pénal d'une affaire de violence sexuelle qui arriverait sur un lieu de travail. On souhaite aussi que les ordonnances de protection qui permettent de protéger celles et ceux qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles soient ouvertes aux victimes en dehors du couple. Voilà quelques grandes mesures que nous voulons porter. Je crois qu'Angélique, peut-être, tu pourrais détailler dans le cadre du sport. Oui, alors peut-être au-delà du sport, une qui me tient particulièrement à cœur, mais parce que ça renvoie aussi à mon rôle professionnel, qui est d'agir sur la jeunesse. Et c'est cette recommandation qui vise à sensibiliser et former les jeunes lors de leur service national unique. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très important, parce que c'est le premier engagement citoyen des jeunes, et c'est un moment fort. Ils rentrent pour la première fois quasiment dans la vie d'adulte, et voilà, ça serait aussi un bon signal envoyé à la jeunesse, qui est la société de demain. Si on veut changer, c'est surtout à eux qu'il va falloir qu'on inculque les nouvelles valeurs qu'on souhaite prôner dans la société. Alors les victimes, elles n'osent pas porter plainte pour la plupart. On connaît les chiffres, 80% pour les violences intrafamiliales, 10% pour les violences sexuelles, c'est très très peu. Elles ont évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles elles ne le font pas. Il y a une raison qui paraît assez importante, c'est celle des sanctions qui ne sont pas appliquées. Est-ce que pour favoriser la tolérance zéro, il faudrait publier les sanctions, par exemple dans le secteur hospitalier, le secteur de la santé qui est très touché par les violences sexistes et sexuelles? Est-ce que vous pensez que les sanctions devraient être affichées, que les auteurs devraient être nommés ou pas? Nous pensons en tout cas que les sanctions devraient être affichées sans nécessairement nommer les auteurs, mais pour montrer qu'en effet, il y a des mesures qui sont prises lorsque des faits de violences sexistes et sexuelles sont dénoncés, pour davantage inciter à la parole. Vous savez, on m'a récemment demandé pourquoi est-ce que je pensais qu'il y avait seulement 2% de plaintes chaque année. Je pense qu'en effet, il y a eu pendant des années une trop forte impunité des auteurs de violences sexistes et sexuelles, qui a créé un sentiment de défiance des victimes de violences sexistes et sexuelles vis-à-vis de la justice notamment, mais pas seulement. Et je crois que c'est en continuant d'œuvrer pour mieux armer la justice, pour mieux armer aussi toutes les structures qui auront à répondre à ces violences-là, que nous permettrons de rétablir ce lien de confiance. En tout cas, c'est aussi ce que nous voulons porter à travers ce rapport. Alors, certaines affaires célèbres, dont celle qui est toujours en cours concernant Patrick Poivre d'Arvor, montrent que les enquêtes internes dans les entreprises sont très difficiles à mettre en œuvre. Il y a une réticence à déclencher des enquêtes. Comment vous expliquez cela? Est-ce que pour vous c'est un problème de confiance dans les entreprises ou dans les conseils qui font ces enquêtes? Vous avez d'ailleurs préconisé un label aussi, qui est un label qui doit s'appliquer peut-être. Absolument. En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis 2017, il y a toute une série d'organismes qui ont vu le jour, qui ont pour ambition de parfois faire des formations dans les différentes organisations, mais aussi de réaliser des enquêtes internes après la révélation de faits de violences sexistes et sexuelles. À travers nos auditions, on a vu qu'il y avait des structures très variées qui proposent de telles offres. Ce qu'on propose, qu'on aimerait, c'est que ces structures soient certifiées pour garantir qu'elles conduisent des enquêtes qui soient à la fois utiles, efficaces, mais aussi équitables. C'est un temps très particulier que ce moment qu'il se passe entre l'instant de la révélation des faits de violences sexistes et sexuelles et le moment où la justice passe. C'est dans cette période que nous souhaitons mieux accompagner toutes les structures dans la réalisation de ces enquêtes internes qui doivent donner lieu à des sanctions parfois disciplinaires ou administratives, parce qu'en effet, aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup d'organismes sont un peu perdus. C'est pour ça qu'on appelle aussi de nos voeux l'établissement d'une sorte de cahier des charges. Et ces tribunaux spécialisés dont vous avez parlé tout à l'heure, qui civil et pénal, mais qui pourraient aujourd'hui aussi intégrer du prud'homal, ça va aider les entreprises, ça va aider les victimes qui connaissent des agressions au sein des entreprises. Quand au lieu d'avoir 2 actions à introduire en justice, quand il n'y en a plus qu'une, je crois qu'inévitablement, c'est moins d'efforts, moins de frais pour les victimes. Et il y a aussi quelque chose d'autre sur lequel je voudrais revenir. Vous savez, on entend souvent, quand une personne dénonce des faits de violence sexuelle, que ce serait pour de l'argent. Alors d'abord, il n'y aurait rien de honteux à ce que ce soit pour de l'argent. C'est d'ailleurs comme ça que notre justice prévoit de réparer celles et ceux qui sont victimes d'infractions en les indemnisant à travers des dommages et intérêts. Mais je crois qu'en effet, un des freins, c'est le coût. C'est pour ça qu'on souhaite que l'aide juridictionnelle soit ouverte dès le dépôt de plainte. Aujourd'hui, ce n'est possible qu'à partir de la constitution de partie civile qui intervient plus tard dans la procédure.
alors que le dépôt de plainte est un moment déterminant. La plainte, le dépôt de plainte, c'est l'accès à la justice. On appelle aussi de nos voeux que les différents organismes d'assurance, de mutuelles s'engagent dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en proposant de mieux prendre en charge, de mieux indemniser les frais qui sont induits par de telles actions. Et c'est aussi le sens de ce qu'on dit quand on appelle à une meilleure formation des experts. C'est pour qu'il y ait peut-être moins d'aléas et des expertises plus précises dans l'établissement du préjudice. Angélique, est-ce que dans le domaine du sport et après ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a progressé sur ces enquêtes ? Le monde du sport a la chance d'être porté par le ministère des Sports, qui est un organisme public, et donc la plateforme Signal Sport, qui a vu le jour en 2020, traite justement de ces enquêtes internes. Et en fait, elles remontent au ministère, puis redescendent aux services déconcentrés, qui sont les services départementaux jeunesse et sport. Et ce sont les inspecteurs jeunesse et sport qui réalisent les enquêtes. Ce sont donc des fonctionnaires. Donc, d'une part, ça veut dire qu'il y a une harmonisation des sanctions qui est plus facile, et ensuite qu'elles sont réalisées finalement par des personnes qui ont été formées pour ça. Donc ça, c'est quand même 2 points forts du monde du sport. Après, il n'empêche qu'il y a encore un fort sentiment d'impunité et aussi une grosse omerta encore dans certaines fédérations, si ce n'est pas pour dire dans toutes. Et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait est-ce qu'il faut afficher les auteurs d'infractions. En tous les cas, comme Rachel Flore, nous croyons fortement, et dans le monde du sport, c'est aussi le cas, qu'il faut qu'à chaque fois, les affaires sortent, parce que c'est en arrêtant cette omerta que les victimes prendront réellement conscience qu'elles vont être écoutées et que le monde du sport prendra conscience que ces faits ne sont plus possibles. Oui, donc il faut des mises à l'écart. Il faut des mises en protection des victimes et des mises à l'écart des agresseurs. Exactement, et c'est pour ça que c'est très important de rappeler à tout le monde la différence, et Rachel Flore sera certainement beaucoup mieux placée que moi pour le dire, la différence entre le principe de précaution et la présomption d'innocence. Et voilà, il ne faut pas mélanger les deux. Et c'est pas parce qu'on met en place des choses pour protéger le citoyen que forcément on bafoue cette présomption d'innocence qui, dans un état de droit, est extrêmement important. On va terminer sur la formation qui est essentielle, vous l'avez dit, Rachel Flore. Votre association s'est engagée sur le secteur de la formation. Vous pouvez nous dire où vous en êtes avec Rebond ? Oui, avec Rebond, on sensibilise et on forme tous les publics du monde du sport, donc les enfants, les parents, les entraîneurs et les dirigeants. À la fois en formation continue et en formation initiale. Donc dans la formation initiale, lorsque les stagiaires sont en train de préparer leur diplôme, et là il y a du mieux parce que dans les modules de formation aujourd'hui, il y a des modules sur les VSS. En revanche, il y a encore un gros trou noir, et c'est pour ça que c'est une des recommandations dans le domaine du sport, c'est de rendre obligatoire ces formations pour toutes les personnes qui sont déjà sur le terrain. Et à mon sens, dans le monde du sport, ça passe par conditionner le renouvellement de cette carte professionnelle à des formations sur les VSS. Merci beaucoup à toutes les deux, et on se retrouve dimanche prochain pour la force de l'engagement. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.